Bonjour, bienvenue à la deuxième séance de TD de l'UFD 21, l'écriture didactique en histoire romaine, l'écriture d'un paragraphe structuré. Nous l'avions vu dans le TD précédent, la brique de base de la rédaction d'une dissertation ou d'une composition, voire de la rédaction d'un texte didactique en général, est le paragraphe. L'importance de la méthode de rédaction d'un paragraphe se mesure au fait que la méconnaissance de celle-ci conduit à dégrader significativement la qualité et donc la note de beaucoup de vos travaux écrits. Qu'est-ce qu'un paragraphe? On peut définir un paragraphe de deux façons. Nous l'avions aussi vu précédemment, un paragraphe est un groupe de phrases qui défendent une même idée. Je rappelle que j'ai bien insisté sur la différence entre un thème, par exemple le consulat est un thème, et une idée. Une idée se formule sous la forme d'une phrase. Ainsi, le consulat découle de pouvoir monarchique. Nous avons ici une idée, le consulat n'étant qu'un thème. Donc chaque paragraphe est guidé, dirigé, limité par une idée, c'est-à-dire un énoncé bref et simple. Il y a une deuxième façon de définir un paragraphe, plus formelle, qui réside dans la façon de disposer les phrases sur votre feuille. Vous voyez ici deux paragraphes à l'écran. Ces deux paragraphes sont distingués par deux éléments typographiques. D'une part, un alinéa à la fin du paragraphe. Un alinéa désigne en fait un retour à la ligne. Et d'autre part, un espace blanc au début de la première ligne du nouveau paragraphe. Espace qui est parfois appelé de façon erronée lui-même un alinéa. Cette structure, vous la connaissez bien. Il importe de l'appliquer rigoureusement. À cela s'ajoute un point, une erreur que vous commettez fréquemment, qui consiste à faire ce que je pourrais appeler un demi-paragraphe. Ainsi, souvent pour désigner une idée moins importante que le paragraphe précédent, ou hiérarchiquement inférieur au paragraphe précédent, vous faites un alinéa, c'est-à-dire que vous allez à la ligne, mais vous ne laissez pas d'espace sur la première ligne du paragraphe. Cela n'existe pas. Il n'y a pas de paragraphe, de demi-paragraphe de la sorte. Tous les paragraphes sont présentés de cette manière-là, et s'il y a une hiérarchie entre les paragraphes, c'est le texte lui-même qui l'indique. Est-ce que les paragraphes ont toujours existé? Vous le voyez ici sur un manuscrit du VIe siècle, ce qu'on appelle la scripta continua, c'est-à-dire l'écriture continue. Il n'y a ni espace entre les mots, ni ponctuation, ni paragraphe. Le paragraphe est né dans la forme que nous connaissons à la Renaissance, mais est apparu dans les dispositions graphiques des manuscrits. Vous voyez ici un manuscrit du Moyen-Âge, où les lettrines marquent les différents paragraphes dans une disposition très graphique. Je vais maintenant organiser mon propos en deux parties. Nous allons d'abord voir les éléments internes au paragraphe, c'est-à-dire les phrases, comment fabriquer une phrase. Je ne doute pas que vous sachiez faire une phrase, mais il y a des éléments très utiles en histoire sur lesquels j'aimerais insister. Nous verrons dans une deuxième partie des exemples de structuration de paragraphes. Mon premier point est qu'il est indispensable d'avoir consciemment en tête la structuration grammaticale des phrases. Pour un petit rappel, une phrase est un groupe de mots qui commence par une majuscule, qui finit par un point, mais surtout dans laquelle se trouve la structure la plus habituelle, qui est la structure sujet, verbe, complément. Et dans cette structure, que vous connaissez, le point le plus important sur lequel j'aimerais insister est qu'il faut impérativement choisir le sujet avec soin. Vous voyez ici deux exemples à l'écran. Le premier, la carrière de Tiberius Gracchus commence par le siège de Numance. Il s'agit d'un exemple dont vous aurez l'explication plus tard dans le cours. Numance est une cité en Espagne. Donc, la carrière de Tiberius Gracchus commence par le siège de Numance. Quel est le sujet de cette phrase? Le sujet de cette phrase est le groupe de mots « la carrière de Tiberius Gracchus ». Groupe de mots qui est ici en gras. Tout ce groupe de mots forme le sujet. Et le verbe est alors souligné ici, il s'agit du verbe « commencer ». Le conseil que j'aurais à vous donner dans le choix du sujet, le suivant, est qu'il faut toujours favoriser, sauf bonne raison contraire, il faut toujours favoriser un être vivant agissant, l'acteur de l'action. Donc ici, l'acteur de l'action, ce n'est pas la carrière
de Tiberius Gracchus. La carrière est une notion abstraite, mais Tiberius Gracchus lui-même, c'est lui qui agit. Et donc, il faut préférer la seconde phrase. Au début de sa carrière, Tiberius Gracchus participe au siège de Numance. Nous avons ici un sujet simple, Tiberius Gracchus, un humain qui agit. Et par conséquent, on a un verbe mieux choisi. Le choix du sujet est important en ce qu'il dirige lui-même le choix du verbe. Lorsque on choisit comme sujet l'humain qui agit, eh ben, on est obligé de caractériser précisément son action dans le verbe. Ici, participe au siège de Numance. On pourrait aussi choisir, prendre comme meilleur choix, Tiberius Gracchus assiège Numance. Les deux phrases ne sont pas tout à fait interchangeables puisque il manque une idée qui est l'idée de commencer. L'idée qui résidait dans le verbe commencer et le terme carrière réapparaît dans un groupe de mots qui est au tout début de la phrase, un complément circonstanciel de temps au début de sa carrière. Ce qui donne, au début de sa carrière, Tiberius Gracchus participe au siège de Numance, ou au début de sa carrière, Tiberius Gracchus assiège Numance. J'insiste, j'y reviendrai sur cet élément en rouge au début de la phrase, qui est un complément circonstanciel de temps. Il s'agit d'une pièce rapportée au groupe sujet-verbe-complément, qui permet de donner une précision intéressante et de structurer les idées. J'y reviendrai un petit peu après. Un complément circonstanciel est en général introduit par une préposition. Ici, vous avez la préposition au début de sa carrière. Je reviendrai un peu plus tard. Ces compléments circonstanciels peuvent servir de connecteurs logiques. Le deuxième élément qui permet de compliquer la phrase au départ, la phrase sujet-verbe-complément, est la proposition subordonnée. Et il y a 3 propositions subordonnées qu'il faut connaître et qui servent couramment dans les travaux d'histoire. Les propositions relatives, les propositions complétives et les propositions circonstancielles. Les propositions relatives sont très très simples. Il s'agit simplement d'accoler à un mot de la phrase de départ une autre phrase accrochée par un pronom relatif. Le pronom relatif le plus habituel qui introduit un sujet est qui. Je vous laisse vous-même voir toutes les subtilités grammaticales des propositions relatives pour voir 2 éléments. Tout d'abord, il y a 2 types de relatives, les relatives entre virgules et les relatives sans virgule. Vous voyez ici 2 phrases qui apparemment sont identiques. Les pauvres, qui appartiennent à la plèbe, soutiennent les Gracques. En fait, ces 2 phrases ne signifient pas la même chose. Si je mets des virgules, la proposition relative fonctionne comme un adjectif qui vient caractériser les pauvres. Donc les pauvres qui appartiennent à la plèbe, donc j'informe le lecteur que les pauvres appartiennent à la plèbe, et ces pauvres, tous les pauvres, soutiennent les Gracques. La deuxième phrase est différente. À partir du moment où il n'y a pas de virgule, le groupe, les pauvres qui appartiennent à la plèbe, forme le sujet en entier. Et on ne peut pas le séparer. Et la relative qui appartiennent à la plèbe ne vient pas simplement donner une information sur les pauvres, mais vient délimiter les pauvres. En fait, cette deuxième phrase évoque non pas tous les pauvres, mais uniquement les pauvres qui appartiennent à la plèbe. Et ce sont uniquement ces pauvres qui appartiennent à la plèbe qui soutiennent les Gracques. Les autres pauvres qui n'appartiendraient pas à la plèbe ne soutiendraient pas les Gracques. C'est ce que sous-entend cette seconde phrase. Donc il faut toujours faire très attention quand on met une proposition relative. Est-ce qu'on met des virgules ou est-ce qu'on ne met pas de virgule? Autre élément, les propositions relatives permettent en fait plusieurs choses. À quoi servent-elles en fait? Elles servent en général à, soit, si je reviens en arrière, dans le cas numéro 2 ici, à délimiter un mot, à réduire l'étendue d'un mot, pas tous les pauvres, mais seulement les pauvres qui appartiennent à la plèbe. Donc cela en général c'est le sens qui le dicte et vous le ferez intuitivement. Ou alors elles permettent d'introduire une définition, c'est le cas de la phrase numéro 1, les pauvres,
et je donne une définition des pauvres, ce sont ceux qui appartiennent à la plèbe, soutiennent les Gracques. Cela est commode lorsqu'on veut introduire une brève définition au détour d'une phrase. Ils peuvent aussi avoir un sens plus complexe qui apparaît ici, c'est ce qu'on appelle un sens circonstanciel, c'est-à-dire qu'il y a un sous-entendu qui n'est pas dit explicitement. Je lis la phrase. Tiberius Gracchus, dont la famille est liée à l'aristocratie, prend le parti du peuple. Et ce qu'on entend ici, mais qui n'est pas tout à fait dit explicitement, est qu'il y a une contradiction entre le fait que la famille de Tiberius Gracchus appartienne à l'aristocratie et le fait qu'il prenne le parti du peuple. On pourrait aussi bien dire Tiberius Gracchus, bien que sa famille soit liée à l'aristocratie, prend le parti du peuple. C'est une valeur circonstancielle qui existe en français, qui n'est pas forcément très fréquente. Ça permet de donner cette valeur circonstancielle, ce petit sens supplémentaire, sans trop insister dessus. Alors, il y a différentes sortes de sens circonstanciels, ce sont les mêmes que pour les propositions circonstancielles que nous allons voir tout de suite. Donc sachez que toute relative peut avoir un des sens circonstanciels que nous allons voir maintenant. Un petit détour avant de passer aux propositions circonstancielles. Il y a une erreur qu'on commet souvent avec les relatives. En fait, il y a un usage qu'il faut éviter au maximum pour les relatives, un usage qui est directement inspiré de la langue parlée, qui abuse beaucoup des propositions relatives. En fait, vous faites probablement sans le savoir des propositions relatives quasiment une phrase sur deux. Voici un exemple de phrase. C'est César qui conquiert la Gaule. Vous avez la structure grammaticale suivante, qui est extrêmement compliquée. César, le sujet de la phrase, nous avons ici deux phrases. C'est César, proposition principale, qui conquiert la Gaule, proposition relative. La proposition principale a un sujet, ce, un verbe, et un attribut du sujet, César. Puis est introduite une proposition relative, introduite par le pronom relatif qui sert de sujet, le verbe conquiert, puis le complément d'objet direct, la Gaule. Vous avez ici 6 éléments pour dire quelque chose de très simple que nous avons dans la phrase suivante. César conquiert la Gaule. Sujet, verbe, complément d'objet direct. Il faut éviter au maximum d'utiliser des propositions relatives par décalque de la langue parlée. Et la meilleure façon d'éviter cela est d'appliquer la règle que j'ai évoquée précédemment, de toujours choisir comme sujet non pas celui qui vient intuitivement lorsqu'on parle, mais l'être agissant. Ici, l'être vivant qui agit est César. César, je lui trouve le verbe conquiert, c'est le verbe qui convient. Il conquiert quoi? Il conquiert la Gaule. Je passe à la deuxième sorte de proposition qui est la proposition complétive. Elle est très simple, je vais en parler rapidement puisque nous en reparlerons quand nous parlerons du commentaire de document. La proposition complétive consiste à utiliser un verbe déclaratif. Par exemple, Cicéron dit, dire est un verbe déclaratif. Rajouter le complément que, puis une proposition en indicatif. Cicéron dit que Catilina est coupable. C'est très simple. Pourquoi je passe rapidement et pourquoi nous en reparlerons? C'est que cela permet, dans le cas d'un commentaire de document, de citer du texte facilement. Par exemple, nous avons en dessous Tite-Live écrit que, et là je peux ouvrir les guillemets, Romulus, transporté de fureur, le tua bien sûr son frère Rémus. Je reviendrai là-dessus plus tard. Plus intéressant ici, la proposition circonstancielle. C'est une proposition qui permet d'accrocher une phrase à une autre phrase, une proposition à une autre proposition. Nous avons une proposition principale. Dans cette proposition, on insère une conjonction de subordination, d'où découle une proposition circonstancielle. Je vais vous montrer par l'exemple. Alors, pourquoi elle s'appelle circonstancielle? Parce qu'elle donne des circonstances de différentes sortes, par exemple de temps, de but, de cause, etc. Premier exemple. Lorsqu'il fut élu tribun, Tiberius Sempronius fit voter une loi agraire. La proposition principale ici est Tiberius Sempronius fit voter une loi agraire. C'est la proposition principale, et on voit que c'est très simple. Sujet, verbe, complément. Alors ici, on a un infinitif comme complément, et ça reste très simple. Tiberius Sempronius fit voter une loi agraire. Et on y ajoute une circonstance de temps, lorsqu'il fut élu tribun. Alors, vous pouvez me dire,
Oui, mais on avait une solution plus simple avant. Il suffit de mettre un complément circonstanciel. Lors de son élection au tribunat. C'est un complément circonstanciel, introduit par la préposition lors. Lors de son élection au tribunat. Pourquoi choisir une proposition subordonnée circonstancielle plutôt qu'un complément circonstanciel? Eh bien, quand l'idée qui exprime le temps est trop complexe, quand on a besoin de faire une phrase. Mais des fois, les deux sont possibles. Et vous avez toute une série de conjonctions de subordination qui introduisent le temps. Quand, avant que, après que, lorsque, pendant que, etc. Ces conjonctions de subordination peuvent aussi introduire le but. Tiberius Sempronius fit voter une loi agraire, phrase principale, virgule, et j'introduis la subordonnée, afin que la guerre publicus profite aussi aux plus pauvres. La guerre publicus désigne les terres qui appartiennent au peuple de façon collective. Afin que, introduit le but, on pourrait dire pour que, de sorte que, de crainte que, de peur que, il y a toute une série de termes qui introduisent le but. Vous commencez peut-être à comprendre, la conjonction de subordination peut aussi introduire une subordonnée qui donne la cause. Elle est souvent avant dans ce cas-là. Comme l'aristocratie s'était accaparée la guerre publicus, c'est la proposition subordonnée qui donne une cause, parce que l'aristocratie s'était accaparée la guerre publicus, Tiberius Sempronius fit voter une loi agraire. Et là, vous avez une liste assez importante, comme, puisque, parce que, du moment que, vu que, étant donné que, sous prétexte que, dès lors que, attendu que, et j'en passe. Alors, vous voyez ici que je donne toute une liste. En fait, cette liste, vous la retrouvez à la page 5 aux pages 5 et 6 de votre livret, où vous avez un tableau où se trouvent tous les types de circonstances, le temps, le but, la cause, la conséquence, etc. Et une colonne avec les conjonctions de subordination qui introduisent des propositions subordonnées circonstancielles. Je vous donne encore quelques exemples et je reviens à ce tableau. On peut introduire une conséquence. Marcus Octavius bloqua le vote de la Rogatio Sempronia, de la loi de Sempronius, de sorte que Tiberius fut obligé de le faire destituer. On a une conséquence. Ou alors, un cas très très fréquent, bien qu'il appartint à l'aristocratie, Tiberius Gracchus était favorable au peuple. Ce qu'on appelle la concession, ou qu'on peut appeler plus communément l'opposition, lorsque deux propositions ont un sens qui s'oppose. D'un côté, il appartient à l'aristocratie, mais à l'opposé de cette idée-là, il est favorable au peuple. Et là aussi, vous avez une infinité de solutions, alors que, tandis que, bien que, quoique, loin que, sans que, quand bien même, alors même que, etc. Et enfin, la comparaison. De la même façon que Tiberius fut élu tribun de la plèbe en 133, Caius se fit élire en 124, etc. Alors, je reviens à mon tableau, que vous avez pages 5 et 6. En fait, c'est un tableau qui vous donne toutes les possibilités de structurer logiquement. Vous avez d'un côté tous les liens logiques, le temps, la concession, la comparaison, la conséquence, la cause, etc. Et pour chaque colonne, vous avez une solution avec un complément circonstanciel, une solution avec une subordonnée relative ou une subordonnée circonstancielle, et dernière colonne, un connecteur logique entre deux phrases. Ceci nous donne, par exemple, si je reviens à mon exemple précédent, lorsqu'il fut élu tribun, Tiberius Sempronius fit voter une loi agraire. Nous allons tester les trois possibilités. Possibilité de préposition et de ce qu'on appelle un complément circonstanciel de temps, lors de son élection au tribunat. Tiberius fit voter une loi agraire. Solution subordonnée circonstancielle. Lorsqu'il fut élu tribun, Tiberius fit voter une loi agraire. Ou alors, une conjonction, ou alors un connecteur logique entre deux phrases. À ce moment-là, on fait deux phrases. Tiberius Sempronius fut élu tribun, point. Il fit alors voter une loi agraire. Ou Tiberius fut élu tribun, point. Puis il fit voter une loi agraire, point. Vous avez ici trois solutions. Je vous invite à reprendre les différents exemples de cette vidéo et à tester toutes les possibilités dans les trois colonnes du tableau. Ce qui importe avec ces trois solutions,
c'est que vous ayez conscience de toujours choisir celle qui convient le mieux. Comme je vous le disais précédemment, les trois sont quasiment toujours possibles. Ce qui compte, c'est de choisir celle qui convient le mieux consciemment. Je passe maintenant au paragraphe. Avec ces outils en tête, vous avez tout ce qu'il faut pour structurer des paragraphes. En fait, l'idée est la suivante, c'est que puisqu'un paragraphe est un groupe de phrases qui défend une idée, il y a une hiérarchie entre les phrases d'un paragraphe. Toutes les phrases du paragraphe n'ont pas la même importance ni la même utilité. C'est pourquoi je vais vous donner 3 structures types de paragraphes qui doivent dans un premier temps vous aider, puis une fois que vous les maîtriserez bien, vous pourrez vous en détacher et simplement vous inspirer de cela pour structurer différemment. Alors, le premier paragraphe est le plus simple, c'est le paragraphe avec substructure. J'utilise ici un code de couleur pour montrer la structure du paragraphe. La phrase principale est en rouge. Ce que vous voyez au début du paragraphe, j'exprime l'idée générale dans une phrase brève, que j'appelle aussi parfois la phrase titre. Et vous voyez qu'à la fin du paragraphe, on peut reprendre cette phrase, cette idée générale du paragraphe, de façon à l'articuler au paragraphe suivant. Ensuite, les idées secondaires, celles qui sont hiérarchiquement inférieures à cette idée principale, qui en fait la défendent, ce sont les arguments de cette idée générale, se trouvent en bleu. Alors il y a 2 types de phrases de la sorte. Il y a tout d'abord 2-3 phrases qu'on peut mettre à la suite de la phrase titre pour l'expliquer. J'ai dit que la phrase titre doit être brève, elle doit fonctionner comme un titre. C'est-à-dire que c'est une vraie phrase, un sujet, verbe, complément, ça ne doit pas ressembler à un titre, mais il faut qu'on puisse la lire en 1 seconde et presque sauter d'un paragraphe à l'autre en ne lisant que la première phrase et de la sorte voir apparaître le plan du texte. Ce qui fait qu'on a souvent besoin, dans une seconde, voire une troisième phrase, de développer un petit peu l'idée pour être plus précis, voire définir les termes du mot. On met les mots les plus techniques et les plus choisis dans la première phrase, puis ensuite on les définit et on montre aussi au correcteur de façon un peu plus prosaïque qu'on connaît la définition de ces mots. Puis on donne une série d'arguments. Et ces arguments sont articulés par des connecteurs logiques qui les structurent. Vous avez ici la trilogie habituelle, tout d'abord, ensuite, enfin, qui indique bien au lecteur que nous avons ici les sous-idées et la première sous-idée implique 2 autres sous-idées qui viennent. Donc le lecteur sait toujours où il se trouve. Ensuite, j'ai utilisé du noir. Le noir est la couleur de l'exemple, de la preuve. Il faut, nous avions expliqué à la dernière séance que l'écriture scientifique qu'on vient d'imiter ici est une écriture où on démontre tout ce qu'on dit, tout est prouvé. Et bien dans vos paragraphes, lorsque vous dites quelque chose, vous le prouvez. César conquiert la Gaule, c'est un argument. La preuve, il l'a raconté, sa conquête, dans son ouvrage Commentaire sur la guerre des Gaules. On développe les différentes idées et souvent, comme je l'ai dit avant, on reprend l'idée principale, histoire de remonter au niveau hiérarchique du paragraphe avant de passer au paragraphe suivant. Ce qui donne l'exemple que vous avez ici. J'ai pris un exemple un petit peu compliqué, mais qui va apparaître dans le cours. C'est une institution qui s'appelle la Quaestio de Repetundis. Il s'agit d'un tribunal. Alors, la Quaestio de Repetundis représente une nouveauté dans l'ordre juridique romain. Ça, c'est l'idée. Vous voyez que ce n'est pas un thème. Ce n'est pas, attention, je vais vous parler de la Quaestio de Repetundis. Tout de suite, je dis quelque chose sur la Quaestio de Repetundis. La Quaestio de Repetundis représente une nouveauté dans l'ordre juridique romain. La phrase est brève, il y a les mots techniques dedans. Ensuite, je prends une phrase pour l'expliquer. À l'origine, les communautés dominées par Rome pouvaient émettre des plaintes à l'égard des magistrats avec l'aide d'un patron qui les soutenait devant le Sénat. Toutefois, connecteur logique, les magistrats forcément sénateurs étaient alors jugés par leur père. La Quaestio de Repetundis, instaurée en 149 avant Jésus-Christ par Lucius Calpurnius Piso, modifie ce système. Je fais ici un bref historique de l'institution et j'explique comment elle est mise en place. C'est une sorte de définition. Ensuite, je mets une brève phrase qui dit « Attention, je vais donner 2 arguments, 2 idées, 2 sous-idées ». C'est la phrase soulignée, elle instaure 2 nouveautés. D'une part, connecteur logique, cette nouveauté crée un nouvel espace juridique, puis je donne l'exemple. D'autre part, cette innovation introduit l'idée que les magistrats doivent rendre des comptes.
Cette idée est éminemment démocratique. Et je donne ensuite un autre exemple, un exemple de magistrat qui a dû rendre des comptes parce qu'il avait exagéré dans l'exercice de ses fonctions. Et je termine en reprenant l'idée générale. La quaestio de repetundis introduit donc deux nouveautés fondamentales dans le régime républicain romain. Vous voyez que j'ai utilisé le connecteur donc. Attention, ce connecteur clôt un raisonnement. Il peut arriver que vous l'utilisiez à tort en début de raisonnement. Il faut toujours l'utiliser en fin de raisonnement. Les deux exemples du paragraphe suivant sont plus simples. Il s'agit du paragraphe avec exemple détaillé, où on commence de la même façon, sauf qu'au lieu d'aligner plusieurs arguments, nous allons simplement développer un par un exemple de façon très très détaillée. De fait, je décris un exemple de façon détaillée, comme vous voyez au début du texte noir. Vous voyez aussi à la ligne 6, à la fin de la ligne 6, de même, et là on peut donner d'autres exemples. Et on peut même, comble du snobisme, mettre des contre-exemples, mais cela est très dangereux parce qu'il ne faut surtout pas que les contre-exemples donnent l'idée que la thèse que vous défendez n'est pas juste. Donc, c'est quelque chose qu'il vaut mieux garder pour plus tard. Donc, je montre que j'ai prouvé mon idée générale, que je rappelle pour articuler plus facilement le paragraphe suivant. Et enfin, le paragraphe avec raisonnement, qui est le même que le premier, sauf que au lieu de juxtaposer des arguments, on va utiliser des connecteurs logiques qui montrent que chaque argument découle du précédent. J'énonce la première étape, là je n'ai pas besoin de mettre de connecteur logique. Par conséquent, j'énonce la seconde étape du raisonnement. Il découle de là un troisième énoncé qui est encore une conséquence du raisonnement. Voilà, vous avez ici tout ce qu'il vous faut pour rédiger un paragraphe et nous verrons dans la prochaine séance comment faire une introduction de dissertation.